Bienvenue dans les podcasts de l'envie. Chaque épisode est une porte entrouverte sur une décision, un moment, un déclic, une action qui aura souvent été à l'origine de bien belles aventures. Ici, l'envie n'est pas un mot abstrait. C'est une force concrète, celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui font. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Catherine Wenger. Catherine Wenger, elle vient de passer la barre des 60 ans, elle habite entre Lyon et Buis-les-Baronnies et elle a bourlingué de par le monde entier en faisant mille et un travaux, à la fois en France et puis beaucoup aux États-Unis. Et Catherine, c'est un peu, on dirait, une espèce de touche-à-tout. Elle a fait du commerce, du marketing, des prévisions vidéo, des prévisions météo, pardon, des recherches de fonds pour des établissements à but humanitaire aux États-Unis. Et puis, depuis une quinzaine d'années, elle a décidé de se poser, entre guillemets, et de faire du conseil en stratégie en appliquant une méthodologie canadienne. Et puis un jour, boum, Catherine, elle vit un drame qui va lui ouvrir les portes d'une envie complètement insoupçonnée. Alors bonjour Catherine. Bonjour Eric. Alors déjà merci d'avoir accepté de nous raconter cette belle histoire d'envie dans ce podcast. Et puis avant de rentrer dans le cœur de cette envie, de cette nouvelle histoire qu'on va vivre ensemble, je pose toujours une espèce de question rituelle. C'est quoi l'envie qui a bousculé ta vie? Alors, c'est une question qui va appeler une réponse, un peu longue et je vais essayer de malgré tout de la canaliser. Heu, c'est compliqué de parler d'envie. En fait, je vais juste raconter un tout petit peu mon histoire pour qu'on comprenne d'où j'arrive. Heu Moi, on est en 2021, j'ai 56 ans. J'ai l'impression, que ma vie, est dingue et géniale. Je suis conseiller en stratégie, j'ai des clients formidables, j'ai une personne dans ma vie extraordinaire, et tout est vraiment génial. Et effectivement, je partage ma vie entre Lyon et la Drôme et on est au mois de juillet. Je m'équipe parce que je prends la débroussailleuse, je vais débroussailler le jardin et je mets des lunettes de protection, et puis je pars débroussailler le jardin et d'un seul coup, en fait, c'est comme les enfants quand on n'entend plus de bruit, on se dit qu'ils sont en train de faire des bêtises et ma compagne n'entend plus le bruit de la débroussailleuse, donc elle s'inquiète un petit peu. Elle fait le tour de la maison et elle me trouve, à plat ventre, avec, le visage un peu en sang et elle comprend instantanément que c'est très grave, donc elle me met en PLS. Elle appelle, les pompiers. On est dans un tout petit village, donc ce sont des pompiers, volontaires. Les pompiers, arrivent au bout d'un moment, voient que c'est très grave, appellent un médecin urgentiste de Vaison-la-Romaine, heu, qui lui décide qu'il faut appeler un hélicoptère parce que c'est vraiment très, très grave. L'hélicoptère ne peut pas se poser dans le village, parce que c'est trop escarpé, donc les pompiers me descendent au village à côté sur un stade. Ils m'embarquent dans l'hélicoptère m'emmène à l'hôpital de Valence. Valence se dit que c'est trop grave pour eux, ils n'arrivent pas, donc ils me remettent dans l'hélicoptère, ils m'emmènent dans un autre, hôpital à Saint-Étienne et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une rupture d'anévrisme sur la carotide gauche. Au niveau du cerveau, la carotide, c'est, une grosse artère qui emmène le sang au cerveau et moi, j'avais une malformation, en fait, depuis toujours et le fait d'être, extrêmement stressée et le fait aussi de, bon, fumer, depuis fort longtemps, ont fait que cet anévrisme a pété. J'ai fait une rupture d'anévrisme et en fait, j'arrive à l'hôpital de Saint-Étienne avec un pronostic vital, assez pourri, puisque, d'un point de vue médical, on dit: «Je suis en coma Glasgow 4 et en hémorragie, Fisher 4». Ça veut dire que techniquement, mes chances de vivre, hein, je parle pas de vivre, en étant, bien et cetera. Mes chances de vivre sont de, 20 et mes chances de vivre sans séquelles trop graves sont de 5. Donc c'est pas chouettos et en fait, l'hôpital de Saint-Étienne, appelle, ma compagne, tard le soir en lui disant que ce serait, bien qu'elle puisse venir, me dire au revoir en fait parce que, c'est pas gagné. Donc voilà, ma vie, qui est, formidable où tout va bien et d'un seul coup, ma vie qui n'est, plus,
grand-chose et donc je suis dans le coma et rétrospectivement, moi, j'anticipais de me réveiller du coma un peu en étant, chamane ou en parlant, inuit ou quelque chose de d'assez dingue. Mais l'idée, c'est que ni j'ai vu les harpes, ni j'ai vu, le sol pavé d'or, rien du tout, que dalle. Et en plus, c'est pas comme dans les films, c'est-à-dire que quand on sort du coma, c'est pas, on sort et d'un seul coup, en fait, j'ai passé 1 mois et demi en soins intensifs à Saint-Étienne et de ce mois et demi, je ne me souviens de rien du tout. Pourtant, j'ai eu des visites, tous les jours, de gens, formidables. Hem, c'était pas le moment que je meure, quoi, en fait. Et quand tu poses la question de: «C'est quoi l'envie?» cette envie qui me tombe dessus et cetera, j'ai pas mal réfléchi pour, essayer de réfléchir à quelque chose d'intelligent, pardon, à dire et je me suis dit que, voilà, déjà la première étape, c'est être en vie. Déjà, je suis pas morte, donc l'inverse de pas mort, c'est être en vie et être en vie après, ben, de fait, on a forcément envie, quoi, parce que sinon on serait mort, quoi. Enfin, moi, je pense ça sincèrement. Heu, donc tout part de là, tout part du fait de ne pas être morte. Après, il y a beaucoup de colère parce que donc je me rends compte de rien pendant 1 mois et demi et au bout d'1 mois et demi, en fait, je suis transférée de l'hôpital de Saint-Étienne, à Lyon dans un hôpital de soins de suite, un hôpital qui est exprès pour la rééducation des gens qui ont eu de graves accidents, que ce soit des accidents, cardio, des accidents neuro, des accidents de la route, heu et donc, dans cet hôpital de soins de suite, je vais être en hospitalisation classique, c'est-à-dire dans un lit, je dors à l'hôpital. Je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas marcher, je ne comprends rien à ce qu'on me raconte, voilà et petit à petit, il va y avoir des thérapeutes, il va y avoir des ergothérapeutes, des, neuropsychologues, des kinésithérapeutes, des tas de gens et pendant, 8 mois, je suis en hôpital, traditionnel et ensuite je passe en hôpital de jour. C'est-à-dire que je rentre dormir chez moi et je reviens 3 jours par semaine, continuer à voir, des orthophonistes, des neuropsychologues, des kinés, à faire des tas d'exercices et il y a une, neuropsychologue avec laquelle je travaille énormément qui me dit: «Bon, Mme Wenger, vous avez prévu quoi pour la suite?» Alors, je dis: «Bah, je dis: «Je sais pas trop». J'avais conscience, une conscience très forte que je ne pouvais pas reprendre mon métier d'avant de conseiller en stratégie parce que c'est un métier qui demande énormément, de concentration, énormément de réflexion, énormément de travail intellectuel et en fait, là, suite à mon accident, il y a beaucoup de, choses qui font que, je pouvais plus. Aujourd'hui, je suis en capacité, par exemple, de réfléchir et de travailler pendant 3 heures. Ensuite, il faut que je dorme, il faut que je me repose. Il y a beaucoup de fatigabilité, beaucoup de fatigue, beaucoup de lenteur également. Heu et donc je me dis: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de» et elle me dit: «Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pérédance, et des patients experts?» À l'époque, on disait beaucoup patients experts. Je dis: «Non», je dis: «Pas du tout», donc je vais rentrer chez moi, je cherche sur internet, qu'est-ce que c'est, patient expert? Qu'est-ce que c'est que la pérédance? Je me rends compte que c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, plus précisément, parce que c'est pas forcément les États-Unis, c'est aussi beaucoup le Canada et que, ce sont des gens qui ont des maladies chroniques, majoritairement, et qui, aident les autres gens qui sont malades comme eux à être plus autonomes dans leur vie, et je me dis: «Waouh, c'est dingue, c'est génial, ça me plaît». Heu, je me dis: «Bah, voilà, je vais être patient expert, c'est ça que je veux faire». Heu, je discute avec la médecin qui m'accompagne dans l'hôpital où je suis en hôpital de jour en soins de suite et elle me dit, «Ah ouais, ouais, c'est génial, de faire patient, expert». Elle me dit: «Je vais de allez voir, il y a un centre à Lyon qui s'est créé, qui est un centre génial, pour tous les gens qui ont des cérébrolésions acquises, donc des traumatismes crâniens, des accidents qui tombent sur la tête ou des tumeurs au cerveau ou des AVC». C'est une femme qui a créé ça, c'est accessible à tous les gens de la région lyonnaise et allez lui parler de votre projet d'être patiente experte, je vais lui demander un rendez-vous avec vous.
Donc je reçois un mail de cette femme qui me dit, de «Venez parler de votre projet». Mais le pire, enfin moi je sais même pas ce que c'est que mon projet, quoi. J'ai dit: «Je vais être patiente experte», mais je sais pas vraiment ce qu'il faut faire, ni comment, ni quoi. Et donc je vais voir, cette femme à l'ARPAC, qui est ce centre expérimental qui est là pour, accompagner les gens qui ont eu donc un accident, cérébral. Et elle me dit: «Et quel est votre projet?» Et je lui dis: «Bah, voilà», je dis: «Mon projet, ce serait d'être patient expert», Elle me dit: «Bah, toutes ces conneries là qui viennent d'Amérique là, ah, ah». Et je me dis: «Bon, OK», et je me dis: «Bon, ben, peut-être, le rendez-vous, c'est pas d» et je continue à parler et elle me dit des choses et je rentre chez moi et je suis, un peu choquée parce que je me rends compte que ce que je voulais faire, en fait, bah, c'est des conneries d'Amérique, quoi, hein, c'est grosso modo, c'est ce que j'ai entendu. Et en même temps, je réfléchis et je me dis: je lui dis: «Pourquoi tu es allé là-bas et pourquoi tu l'as écoutée cette femme?» Tu l'as écoutée parce qu'en fait, elle avait réuni, les administrateurs, du centre et tout ça. J'avais genre 10 personnes en face de moi, hein. Et ils disaient des choses et je les écoutais pas, je l'écoutais elle. C'est une femme qui a 82 ans. Et je lui dis: «Je l'ai écoutée pourquoi? Parce que elle a fait comme moi, elle a fait 2 AVC et donc quelque part, elle sait ce que c'est et alors je l'écoute». Et cette femme à l'issue de ce rendez-vous, elle me dit: «Bon», elle me dit: «De toute façon, là, vous êtes en état de rien faire du tout. Donc si j'étais vous, ce que je ferais, je viendrais, passer du temps avec nous à l'ARPAC. On a un programme qui s'appelle Avancer, qui dure, de 2 mois et puis au bout de ces 2 mois, vous verrez bien ce que vous aurez envie de faire». Donc bon, je suis allée à l'ARPAC et c'était assez génial parce que ça me faisait lever déjà, 3 jours par semaine. Ça me faisait prendre le métro et traverser Lyon, parce que c'est sur le site du Vinatier. Ça me faisait faire un gros travail aussi sur moi-même parce que, le Vinatier, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas, c'est l'équivalent de Sainte-Anne à Paris, donc c'est un hôpital psychiatrique. Enfin, c'est un centre psychiatrique. Donc quelque part, quand on vous envoie dans un centre psychiatrique alors que, on a l'impression, dans sa vie d'avant que on est hyper smart et qu'on a fait des écoles de commerce et on se la pétouille un peu, d'un seul coup, on va chez les gens, qui vont pas très bien et ça remet en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, dans ce centre, expérimental, pareil, là, j'ai fait des choses. Déjà, j'ai découvert ce que c'était que la danse, mais vraiment en la vivant. C'est quoi? C'est être entouré de gens qui ont eu la même chose que moi. Et moi, je dis souvent, je dis, en fait, nous, on a fait le Vietnam, quoi, ensemble. On a tous des histoires différentes parce que chaque AVC est différent et chaque accident est différent. Chacun a une histoire différente. Mais on se comprend instantanément parce que on a tous vécu, une rupture biographique. C'est-à-dire que on était dans nos vies qui étaient tracées, qui la plupart du temps, on avait l'impression étaient bien, mais on se rend compte, a posteriori que c'était pas si bien que ça. Heu et à un moment, il faut tout recommencer, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on réapprend? Avec qui on réapprend? Heu et là, en fait, à l'ARPAC, il y a eu une personne aussi qui m'a dit une phrase, qui m'a, fait sens. Hem «J'ai mon accident, c'est terrible, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à parler, je me bats comme une brute parce que, comme je l'ai dit, si je suis vivante, c'est pour faire quelque chose. Il faut que je valorise cet accident» et quand je dis valoriser, c'est au sens, heu, tirer parti de quelque chose de caché. C'est pas du tout au sens monétaire. On n'est pas en train de parler de monétisation de ce qui m'est arrivé, parce que tout ce que je fais aujourd'hui, et je vais en parler, je le fais bénévolement. C'est valoriser, c'est tirer parti de quelque chose, d'inexploité. Donc je me dis, de cet accident, heu, je récupère cognitivement, je récupère à peu près physiquement parce que j'ai encore des petits problèmes. Et ma médecin traitant, qui s'occupe de moi, elle me dit: «Comment ça va?» Je dis: «Bah, écoutez», je dis: «Je vais bien, intellectuellement, j'ai retrouvé un peu mes capacités, pas toutes, mais un peu. Je suis beaucoup plus lente qu'avant et ça, c'est plutôt pas mal d'après les gens de mon entourage parce que comme ça, un peu maintenant, je prends le temps de d'écouter, d'être beaucoup plus douce aussi dans ma façon dans mon rapport aux autres. J'arrête de croire que je sais tout». Heu et puis, physiquement aussi, mais je dis par contre psychologiquement, je vais pas super bien quoi. Il y a des moments où je vais pas bien du tout.
Elle me dit: «Mais c'est normal que vous n'alliez pas bien en fait, il faut que vous fassiez le deuil de votre vie d'avant». Et je me dis: «Waouh, cette phrase elle est géniale, il faut que je fasse le deuil de ma vie d'avant». Donc comme d'habitude, je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'achète un cahier tout neuf avec un crayon et puis, je me dis: «Bah, voilà, tous les jours, je vais écrire dans mon cahier ce que je ne peux pas faire et comme ça, bah, ce sera ça dont il faudra que je fasse le deuil». Alors, je prends mon cahier, les jours passent, et je me rends compte que j'écris rien dans mon cahier, quoi. Je n'écris rien du tout. Mais cette phrase, je la trouve assez géniale donc, et je suis à l'ARPAC en même temps et à l'ARPAC, j'ai accès à une psychologue, en individuel, une fois et donc, j'arrive, de voir cette psychologue, je lui dis: «Bon, bah, voilà», je dis, «J'ai assez de bouteilles maintenant pour, vous raconter ma vie en 10 minutes». Je dis: «Est-ce que ça vous intéresse?» Elle me dit: «Oui, bien sûr». Donc je lui fais ma vie en 10 minutes et je lui dis: «Voilà», je dis: «Maintenant, il faut que je fasse le deuil de ma vie d'avant». Elle me dit: «Oui, effectivement, je comprends, très bien», et ça, c'est au début de l'ARPAC et puis, à la fin de l'ARPAC, j'ai droit à nouveau à 1 heure et donc je retourne la voir et elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit, «Qu'est-ce qu'elle avait de si extraordinaire que ça, votre vie d'avant, que vous ayez à en faire le deuil?» Ah, je dis: «Merde». Et là, ça fait partie des phrases, clés, quoi et je rentre chez moi et je me dis: «Putain, mais elle a hyper raison, quoi, elle qu'est-ce que» et rien, en fait, rien du tout et je me dis: «Là, ce qu'il faut que je fasse», par contre, j'ai bien compris, c'est que j'ai découvert ce que c'était que la pérédance avec d'autres gens. J'ai découvert aussi les erreurs qu'on pouvait faire, avec, ce genre d'activité. C'est-à-dire que on peut dire des grosses conneries, on peut dire des choses à des gens, en avec, de on a envie de bien faire, on a envie de bien dire, mais gaffe un peu quand même. Donc je me suis dit: «Il faut que je me forme». Donc il faut que je me forme, qu'est-ce qu'il y a comme formation? Et c'est là où j'ai décidé de faire donc un diplôme universitaire, un DU. À l'époque, à Lyon, il y avait pas de DU qui existait. Il y en avait un, assez magnifique, dans une université assez extraordinaire, qui s'appelle l'Université des patients Sorbonne, donc UDP Sorbonne. L'UDP Sorbonne, en fait, c'est une innovation universitaire qui a été créée par la professeure, Catherine Tourette-Turgis, qui est une activiste, des années SIDA, à l'époque. Alors c'est une universitaire, hein, bien évidemment. C'est une universitaire qui a des tas de diplômes et qui aujourd'hui a un peu plus de 70 ans, qui est une femme magnifique, qui, dans les années SIDA, se rend compte que, les patients du sida connaissent beaucoup mieux leur maladie que les médecins. Et pour cause, le sida, on ne sait pas ce que c'est, on l'a pas encore identifié et les médecins sont censés les soigner, ils ont fait des études, en médecine incroyables. Pour autant, les patients, ils vivent ça tous les jours et ils connaissent leur pathologie, mais beaucoup mieux que les médecins. À un moment, il y a un patient notamment, les médecins disent: «Il refuse de prendre son traitement» et cetera et en fait, le gars, il refuse pas du tout de prendre son traitement. Il s'est rendu compte que ce traitement-là, quand il le prend plus, il va beaucoup mieux et ça, les médecins n'en savent rien et elle se dit: «Mais c'est dingue! Il faut en fait qu'on crée une université dans laquelle on va pouvoir faire monter en compétences ces patients et on va pouvoir ajouter à leurs compétences expérientielles d'autres compétences». Et donc, elle crée ce diplôme universitaire qui est hébergé par la Sorbonne, qui est un diplôme universitaire dont l'intitulé est Formation à l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient, en fait, c'est comment on va faire monter le patient qui a une maladie chronique en compétences pour qu'il puisse gagner en autonomie dans sa vie et donc faire des choses forcément. Il y a 2 autres diplômes universitaires dans l'université des patients. Il y a un diplôme universitaire pour les patients en oncologie. Donc là, on est dans l'accompagnement de gens, en oncologie et un autre diplôme universitaire qui est sur la démocratie en santé. Moi, je suis tentée de le faire celui-là, j'ai pas trop bien compris ce que c'était, la démocratie en santé, mais
on parle d'envie là, donc j'ai bien envie de le faire. Donc voilà, donc je me retrouve à un moment où j'ai retrouvé mes habiletés, j'ai retrouvé mes compétences. Je me je veux me former à l'université des patients, et là, je vais sur le site, je vois que la procédure pour, s'inscrire, c'est, d'envoyer une lettre de motivation, un CV. On a également un entretien, avec, une personne, pour, valider en fait notre candidature. Et comme je fais jamais rien dans l'ordre, j'appelle en 1er, le il y a le 06 de la personne qui s'occupe des candidatures. Donc je l'appelle et je dis: «Voilà, bonjour, je voudrais candidater» et cetera et elle me dit: «Oh là, belle de jour», elle me dit: «Non, non», elle me dit: «Si, en fait, vous n'appartenez pas à un programme d'éducation thérapeutique, c'est même pas la peine de candidater, on a genre 200-300 candidatures pour 20 places, donc vous n'y arriverez pas». Alors, elle me dit: «Faites-vous partie d'un programme?» et je lui dis: «Oui, oui». Elle me dit: «Bon, bah, c'est formidable, si vous faites partie d'un programme, mettez-moi également la lettre de recommandation, de votre programme, de voilà». Je dis: «Ben, parfait, pas de problème» et cetera. Je raccroche et je me dis: «Bon, ben, maintenant, c'est pas le tout, mais il faut que je fasse partie d'un programme» et en fait, la médecin qui m'a accompagnée, dans l'hôpital où j'étais en soins de suite, qui s'appelle l'hôpital, du Val-Rosay, la médecin qui m'a accompagnée, me dit en fait, «Il faut que vous vous formiez pour pouvoir après intégrer le programme d'éducation thérapeutique à l'ARPAC». Donc j'avais pas vraiment menti en disant que je faisais partie d'un programme, j'avais juste un petit peu mis la charrue avant les bœufs et donc cette médecin m'a fait une lettre de recommandation. J'ai ensuite, envoyé ma lettre de recommandation, mon CV avec mon parcours en stratégie qui est quand même, aussi intéressant, de dans un parcours, pour, après travailler avec des gens en éducation thérapeutique et l'entretien et j'ai été acceptée à l'université des patients Sorbonne et j'ai donc fait la promotion 2023-2024 de ce DU qui se déroule donc, à Paris, à la Sorbonne. Qui est un diplôme, enfin qui est une année, extraordinaire dans ma vie et on entend beaucoup le sourire dans les voix et je pense que là, on m'entend vraiment beaucoup sourire et là, je vois Eric qui s'avance sur son écran donc qui a tu envie de poser une question Ouais, je Eric, pense pardon? que tout ce que tu viens de raconter, c'est très important, c'est très intéressant, c'est ton histoire et je pense que j'en retiens 2 choses. La première, c'est envie, c'est-à-dire que tu es en Ouais, vie alors que potentiellement tu pouvais ne pas l'être et qu'ensuite ouais, tu as successivement rencontré des situations ou des personnes qui t'ont à chaque fois redonné un morceau d'envie et ces morceaux ouais, d'envie additionnés les uns les autres t'ont poussé à la Sorbonne pour finalement passer ce fameux diplôme, ouais. et donc derrière, tout ça, ça a forcément complètement, changé ta vie. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi tu as eu, envie, de partir vers cet axe-là? Parce que tu aurais quand même pu aussi te, recroquiller sur toi-même en disant: «Bah, j'ai de la chance, je suis Ouais, toujours en vie et finalement, bah, merci à tout le monde, mais moi, je vais, rester, entre guillemets «dans ma maison» et puis je vais pas forcément avoir envie de faire tous les ouais. efforts que tu as fait pour aller justement intégrer cette université à la Sorbonne». C'est beaucoup d'efforts effectivement. Hem, c'est, la question que tu me poses, en fait, la réponse était évidente pour moi et je vais expliquer pourquoi. À un moment, j'ai posé une question, je qui c'était sur la liberté, à, Lola Lafont, qui est l'autrice Lola Lafont. Je dis: «Mais ouais, libre», heu, je dis: «Eh, on parle de liberté» et elle me dit, «Libre? Mais pour faire quoi?» Et cette question, elle m'a, vraiment interloquée, et donc j'ai essayé de et c'était pendant le covid, donc c'était génial parce que j'avais beaucoup de temps et donc j'ai lu, beaucoup de littérature et notamment un philosophe qui est dingue, qui est, Spinoza, qui est un philosophe, que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce qu'il parle que par axiomes. Donc si on en comprend un, on comprend pas les autres et à un moment, j'ai compris, de sa définition à lui de la liberté et il a dit, «Être libre, c'est absolument pas, de faire ci ou faire ça. C'est être libre, c'est alors avec mes propres mots, hein, c'est avoir être en capacité d'être la cause de l'effet qu'on souhaite produire».
être en capacité d'être la cause de l'effet qu'on souhaite produire. Et en fait, euh, cette idée-là, c'est ce que j'ai dit à la neuropsy au Val Rosay quand je suis partie. Le fait qu'elle m'ait permise de cogiter à nouveau, de réfléchir, de faire tout ça. Et je lui ai dit, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez redonné ma liberté. C'est-à-dire que je suis à nouveau en capacité d'être la cause de l'effet que je veux produire, quoi. Et quelque part, toi tu parles d'envie, on parle de la même chose. C'est à un moment, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être en vie si on n'en fait rien? Il y a des gens qui ont conduit un hélicoptère, qui ont couru avec un chariot, qui m'ont mis qui m'ont intubé, extubé, parlé, réappris à parler, à réfléchir, à marcher, à pas tomber, à quoi ça sert de faire tout ça si on n'en fait rien? Franchement. Enfin, pour moi, c'était aberrant. Et aussi, j'avais envie de rendre justement à tous ces médecins, à tous ces soignants, à tous ces thérapeutes, à tout mon entourage, à tout mon cercle proche, à tous ces gens qui sont venus me voir alors que je savais même pas qu'ils venaient me voir, que je m'en rendais pas compte. À un moment, rendre. Et rendre, bah, c'est faire. Moi, j'ai toujours été existentialiste dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, il faut faire pour être. Et on peut pas être si on est, je sais, genre, ah, j'aimerais bien être heureuse. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour être heureuse? J'aimerais bien être, ben oui, mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien être mince. Ben ouais, mais tu t'empiffres toute la journée, quoi. À un moment, faut juste être cohérent, quoi, Mmh, si tu mmh. veux. Il faut faire pour être. Et donc là, ce que j'ai voulu, c'est euh, rendre à tous ces soignants et donc en intégrant des équipes de soins, quoi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et rendre à mon entourage parce que euh, souvent mon entourage me dit en fait le plus beau cadeau, c'est de voir tout ce que tu fais, quoi. C'est de voir de comment enfin voilà quoi, tout ça. Donc Alors justement, l'envie elle par est là. rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu as eu ton diplôme. Aujourd'hui, Ouais. tu es reparti entre guillemets avec une envie qui t'a poussé justement à passer ce diplôme. Comment s'organise ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Euh, comment tu appliques entre guillemets ou comment tu Ok. fais vivre ton diplôme ou ce que tu as appris? OK. Alors juste un mot sur, de cette université des patients et ce que j'ai appris, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés là-bas. On était donc 22 dans notre promotion, 11 soignants et 11 patients. Heu, Patients de cancer, diabète, de maladie de Crohn et ça a été une rencontre et des échanges vraiment dingues parce que ce qu'il y a aussi, c'est que quand on est dans un univers corporate, on ne rencontre que des gens qu'on connaît. On a les codes et on connaît tout le monde. La maladie, elle tape tout le monde sans distinction aucune. Donc on rencontre des gens euh, qui n'ont peut-être pas notre niveau d'éducation, qui ne sont pas de notre catégorie socio-professionnelle non plus, qui ne sont pas de notre pays, enfin tout un. Et donc, euh, ça, moi, c'est cette formation, ce DU, m'a aussi apporté beaucoup euh, de bienveillance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience. J'étais très peu patiente. Moi, tu comprends pas, je m'en fous. Moi, je sais ce que je vais expliquer. Non, aujourd'hui, j'échange avec des gens qui parfois ne parlent pas bien français, qui n'ont absolument pas de niveau d'éducation, et pour autant, bah, c'est important. Je suis en capacité de leur apporter des choses avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils ont, quoi. Donc cette année à la Sorbonne, elle m'a permis ça. Elle m'a permis déjà aussi, c'était un rêve pour moi d'aller à l'université, alors que j'avais fait une école de commerce qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était vraiment mon rêve d'aller à l'université. Et en plus de ça, parce que ça c'est le petit côté égo et on peut pas s'en priver non plus. C'est quand même la Sorbonne, donc c'est pas rien. Donc je me la suis pété pendant un an en disant que j'étais étudiante à la Sorbonne. J'ai toujours ma carte d'étudiante, mais ça c'est assez drôle. Et donc c'est
étonnant de se rendre compte qu'un accident pourri m'amène dans un truc génial. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc j'ai intégré l'équipe de soignants, enfin oui, de thérapeutes d'ailleurs, de l'ARPAC, et je participe aux ateliers d'éducation thérapeutique à l'ARPAC, où là, il y a que des gens qui ont eu comme moi des AVC, d'une façon ou d'une autre, ou des accidents cérébraux. Et là, l'idée, c'est vraiment ce sont des ateliers, il y en a certains sur qu'est-ce que c'est qu'un AVC, quels sont les médicaments que je prends, est-ce que l'activité physique est importante? Et moi, avec eux, ce que je fais, c'est parler de handicap invisible, parce que ça, c'est très important. Leur expliquer parce que ils sont assez proches de leur accident, quoi. Donc que cette histoire-là de handicap invisible, elle est choquante. On pense qu'on est guéri, qu'on est vivant, etc., et on découvre que non. On découvre que on est lent, on découvre qu'on est fatigué, on découvre qu'on a des troubles de l'humeur. euh, et c'est normal. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et de comment on fait avec ça? Et il faut pas en avoir honte, il faut pas en avoir peur, il faut pas le cacher. Et au fil du temps, on en a de moins en moins. Donc, je fais partie de l'équipe d'éducation thérapeutique de l'ARPAC. Je suis également la retournée au SSR du Val-Rosay où, avec la médecin qui m'a suivie et un psychologue, on est en train de monter, là, à la rentrée, ça va être en place, des groupes de parole. Des groupes de parole parce qu'en fait, euh, moi, l'innovation, c'est quelque chose qui me porte. Et elle me dit, ouais, elle me dit, faut innover. Et je lui dis, ok, je dis, moi, je vais réfléchir très simplement. C'est qu'est-ce que je n'ai pas eu dans Mmh. mon parcours Mmh. de soins que j'aurais bien eu envie d'avoir. Et j'ai dit, ben voilà, je dis, moi, si j'avais pu me rencontrer, ça m'aurait fait drôlement du bien. Enfin, me rencontrer aujourd'hui, hein, dans l'état où j'étais il y a Mmh. Mmh. 2-3 ans. Euh, Ça fait du bien aussi aux aidants, parce qu'on a des gens proches qui nous lâchent jamais et qui parfois ont le moral un peu, parce que c'est compliqué, hein. Là, en montant, je vais très bien, etc. Mais parfois, on n'est pas au pays de oui oui, quoi. Il y a des moments où on n'a plus, on est là, genre, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol d'être fatigué. J'en ai ras-le-bol de me casser la gueule. J'en ai ras-le-bol de pas arriver à partir faire des marches comme je faisais avant. J'en ai ras-le-bol. Par exemple, moi, je me plaignais souvent. Je disais, ouais, je peux plus monter à cheval. Euh, et ma compagne, elle me dit, pardon, elle dit, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Je t'ai vu monter à cheval 2 fois. Mmh. Donc, en fait, le message que je veux faire passer aussi sur cette histoire d'envie, c'est que parfois, il y a des croyances. On a l'impression qu'on a envie de, heu, mais c'est pas en fait, l'envie, c'est envie d'abord et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et c'est une évidence. Tant qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais faire, est-ce que je peux faire, est-ce que c'est pas bon, on n'y est pas encore, faut continuer à réfléchir. Faut continuer à lire, à rencontrer, à échanger, à écouter, à se former aussi. La formation, c'est vraiment la base de tout. Heu et donc, aujourd'hui, je suis également dans une troisième dimension, qui est la dimension recherche, qui pour moi est hyper importante. Et je fais partie du comité de pilotage d'un laboratoire de recherche en santé publique qui s'appelle Reshape. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on est sollicité en tant que... Parce que dans ce comité de pilotage, il y a à la fois des chercheurs et des patients. Et on est sollicité en tant que patient pour avoir un regard sur plein de choses qui traitent de patients, puisqu'on est en santé publique. Et notamment, là, je fais partie d'un programme de recherche qui est incroyable, qui est génial, qui n'existe pas encore dans la vraie vie, parce que c'est encore dans, dans un laboratoire de recherche, qui est sur tous les patients qui ont fait des AVC. Aujourd'hui, la technologie, elle est tellement dingue que un patient qui a fait un AVC, il rentre à l'hôpital, on lui enlève son caillot, il rentre chez lui en 3 jours.
Alors que non, quoi, il a Mmh. juste, failli mourir, enfin, il s'est passé plein de trucs et on fait comme si de rien n'était. Parce que techniquement, C'est parfait. plus rien n'est. Mmh. Donc voilà. Et donc c'est ce temps, de comprendre, que cette histoire de rupture biographique, en fait, tu étais, sur une ligne, tu faisais les choses, à un moment il t'arrive ça, tu dis: «Mmh, il m'arrive ça, Heu, c'est une histoire de sensibilité. Je parle pas de sensiblerie, je parle de sensibilité, c'est-à-dire être attentif aux signes. Parfois, dans sa carrière, il y a des signes et on n'a pas le temps, on les voit pas, on n'est pas attentif à ça et du coup, on continue et on refait et le c'est ce que disait je sais plus qui, hein, c'est le la définition de la stupidité, hein. On fait la même chose encore et encore en escomptant un résultat différent. Et moi, je faisais la même chose encore. Alors, j'essayais de faire les choses un peu différemment et j'avais l'impression de les faire différemment, mais non, c'était encore un peu pareil, encore. Et donc la vie, elle, hey, 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 hey. Et à un moment, elle m'a mis un énorme coup de gourdin. Elle a dit là, ma grande, t'as pas le choix là. Tu peux plus rien faire comme avant. Donc, il va falloir que. Et encore, ta question, je la reprends. J'aurais pu? Non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu rester à me dire, je reste parce que déjà on s'emmerde, Mmh. déjà et que on en revient à faire l'action, l'action. Alors Donc après, l'envie, c'est justement passer à l'action. Quels sont les moteurs de l'action? Ils vont être différents pour tout le monde. Moi, j'ai entendu ces phrases. J'ai entendu le faire le deuil de la vie d'avant. Qu'est-ce qu'elle avait de si extraordinaire votre vie d'avant? Patient expert, père aidance. Ah ok. Après, j'ai entendu d'autres phrases de aussi. Et après, il y avait une réalité qui était que je ne pouvais pas mmh. reprendre mon job d'avant intellectuellement. J'en étais pas capable. Heu et donc voilà quoi, toujours pareil, c'est quoi ma raison d'être de dans la vie? Depuis toujours, et là, c'était avant mon accident, c'est de transformer, les idées en projets pérennes et prospères. Ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu faire ça. Alors, Donc là, bah, je le fais, mais différemment. Aujourd'hui, je le fais avec des malades. bah, quand je t'écoute, j'ai l'impression et si je peux me permettre, que tu es vraiment remonté sur le cheval parce que, avec toute l'énergie que tu as, tous les projets que tu as, j'ai l'impression de te retrouver, parce qu'on se connaît quand même un peu, comme avant. Mmh. Et ça me fait non seulement ça me fait très plaisir, mais je trouve ça le chemin est hyper intéressant et chapeau parce que je pense que, bah, tu l'as fait et d'autres ne l'ont pas fait, mais toi, tu l'as vraiment fait. Par contre, moi, j'ai une question sur tout ce chemin que tu nous as expliqué. Est-ce qu'il y a eu, j'imagine, des moments de doute et comment tu fais pour garder l'envie allumée au fur et à mesure de ton chemin? Donc tu Mmh. avances, tu as envie, mais tout d'un coup, tu as moins envie parce que, je sais pas, il se passe quelque chose. Comment on garde l'envie allumée? Comment on garde cette étoile polaire, au fond de soi-même pour pouvoir toujours continuer vers ça? C'est, j'espère que tu as conscience que les questions et l'exercice qu'on est en train de faire est quelque chose de très intime, en fait. C'est très, très intime. Là, on va au cœur du réacteur, quoi et en fait, par moment, moi, c'était pas des doutes que j'avais, c'était, je pouvais plus, quoi. Tu es là, tu es juste tu es épuisé, quoi. Mmh. Tu peux pas, tu tu vois, ça fait 25 fois que tu essayes de sauter en levant les bras là, je sais pas, des jumping jacks, voilà. Je peux pas, je n'arrive pas. C'est et pour moi, ne pas arriver, c'est impossible. Donc tu continues, tu continues, tu continues et après, c'est ton entourage. C'est ton entourage. C'est-à-dire que, heu, les gens qui sont dans ta vie, qui sont proches de toi, ils te regardent et dans leurs yeux, tu vois que si toi tu vas pas, eux, mais c'est juste terrible. Tu peux pas. Et quand tu es en entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que à un moment, je sais que toi, tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu as toujours fait toute ta vie, quoi. C'est comment, quand on est manager, comment on embarque les gens pour qu'ils fassent des trucs, quoi. Le jour où nous, on n'a plus envie. Comment on fait ça? Et quand je parle du regard des autres, c'est un moment, c'est et ce que je pense aujourd'hui, c'est que parce que je suis à ma place et que je fais exactement ce que je suis censée faire, j'ai plus ces questions-là et aussi, je suis plus dans un rythme, dans lequel j'étais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de faire des journées de 8 heures ou de 10 heures.
Je suis incapable. Je peux pas. Donc, moi, j'ai toujours dit, il faut jamais confondre vitesse et précipitation. Ben, aujourd'hui, je risque pas de les confondre parce que je peux plus, quoi. Et en fait, c'est une force. C'est une force parce que les quelques, moments, où je vais être là, c'est-à-dire que quand je suis à l'hôpital, quand je suis avec, des patients et cetera, par contre après, il faut que je rentre dormir parce que comme je suis crevée, je me fatigue vite et comme je me fatigue vite et que j'arrive plus à faire ce qu'on me demande de faire, je me fous en colère, donc c'est hyper mauvais parce qu'on fait rien en colère. Donc, le comment, j'arrive à garder l'envie, Heu, c'est, regarder autour de soi, regarder les gens, hem, c'est savoir que ce qu'on fait, heu, c'est ce qu'on se disait l'autre jour, quand on s'est vus. Heu, c'est cette histoire de moi j'ai toujours voulu, hem, apporter. J'ai toujours voulu transmettre, j'ai toujours voulu apporter, j'ai toujours voulu faire ce genre de choses. Et donc de moi, je me visualisais, super bien, avec un micro casque, en train de faire des TEDx, enfin, tout ça quoi, avant. Et il se trouve que dans ma vie, d'avant, heu, à un moment, on me dit: «Bah, voilà, tu vas aller faire une conférence au, CNRS», mais au siège du CNRS, Michel-Ange, voilà, donc qu'à des chercheurs. Et j'ai dit: non». On a dit: «Si, si, si, tu vas y aller». Donc comme, 95 du succès, c'est la préparation, bah, je me suis super préparée. J'ai écrit mon truc, mais vraiment à la virgule avec, les silences, j'imaginais même les moments où les gens, auraient envie de rire parce que je disais un truc qui pouvait potentiellement être drôle. Donc j'avais prévu les silences, j'avais tout fait et cetera. J'ai pris, 3 Imodium avant de me retrouver sur scène parce que je pensais que j'allais être, super malade et en fait, ça s'est passé. Je veux dire, ça s'est passé, on va pas dire autrement. Bah, je pense pas avoir été, dingue, non plus, mais bon, je l'ai fait quoi, et c'est un truc, c'est grand comme une salle de cinéma quoi et on a que des gens, qui ont, de 25 000 doctorats donc ça file un peu la trouillette quand même, hein. Donc voilà. Et puis, après donc, à la Sorbonne là, je rencontre, des copines et dont une meuf qui est extraordinaire et elle me dit: «Waouh!» Elle me dit: «Il y a un colloque international, et si on candidatait, pour faire une communication?» Et je lui dis: «Ouais, OK, OK, sur quel sujet?» Elle me dit: «Ben, voilà, le sujet, je trouve hyper intéressant, c'est la co-conception de programmes d'éducation thérapeutique, par des patients et des chercheurs et pas que par, des médecins et des soignants, quoi». Je dis: «Ouais, hyper intéressant». Donc on est 3 dans la bande, et on se met à il faut écrire un résumé qu'on va envoyer pour être sélectionné, dans cette communication et pareil, il y a je sais pas combien de communications et on est sélectionné. Donc voilà, on est sélectionné, on va y aller et on va y aller et sauf qu'il se trouve que le jour où on est censé y aller, il y en a une qui est au fond de son lit avec le covid et l'autre qui est à l'hôpital, malade, donc je me retrouve toute seule et je sais pas pourquoi mais tout va bien quoi, tout va hyper bien et je fais cette communication donc dans le cadre de ce colloque, international sur le partenariat, patient-soignant et ça se passe hyper bien et je me dis, «C'est dingue, ça s'est hyper bien passé» et depuis, je reprends évidemment la parole en public, ne serait-ce que dans les groupes d'éducation thérapeutique, ne serait-ce que dans les groupes, du comité de pilotage de chercheurs et je n'ai aucun problème à parler en public et en fait, ce que j'ai compris, c'est au détour d'un post et après je suis allée chercher, l'origine, de tout ça. C'est une phrase de saint Thomas d'Aquin en fait, que moi je résume assez, simplement en disant, «Avant je cherchais à briller et en fait, aujourd'hui je cherche juste à éclairer quoi» et donc l'idée c'est que je me dis, si mon retour d'expérience, heu, ça peut, faire comme un phare et ça peut faire une petite lumière dans l'œil de quelqu'un, qui, est fatigué, peut-être, qui en a marre, qui en peut plus, heu,
Ben, j'ai tout gagné, quoi. Moi, j'ai gagné. Je suis en adéquation avec, moi-même, quoi, avec ma nature fondamentale. Heu, je suis ça aussi, quoi. C'est, à un moment, là, je suis en train d'écrire, mon accident, ce qui m'est arrivé parce que j'ai envie de le partager avec, ma bande, quoi, ma bande de gens. Heu et ma bande de gens, c'est à la fois les soignants et à la fois, mon cercle personnel et je me disais heu, cette histoire de briller et d'éclairer, enfin, je sais et voilà, alors là, typiquement, là, voilà, là, on est dans du post-AVC. Là, j'étais partie sur un truc et je suis, C'est c'est pas grave. vas-y? Moi, je pense que quand je t'écoute, il y a l'envie, tu l'as retrouvée à 100. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que Mais tout ce ouais. que tu racontes, l'énergie que tu génères, les gens qui sont tout autour de toi, en vrai, tu es reparti, différemment, mais avec toujours une envie incroyable d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Tu parles d'intervention sur scène, il y avait une intervention sur scène avant cet accident, il y en a une autre après. La performance sera Mais je suis différente plus en la même fonction de la personne. chose. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, pour avancer un peu, c'est tout ce que tu as fait, tout son parcours que tu as fait, tu toute cette, envie, qui transpire à travers cette interview, tu dirais quoi à quelqu'un qui a perdu son envie ou qui cherche la sienne? En fait, l'idée, c'est un travail d'introspection. C'est vraiment ça et je viens de refaire le clic avec ce que je voulais te dire tout à l'heure et je dis: «Ça y est, c'est l'accident», je me souviens plus. C'est, ma meilleure amie, au moment de mon accident, elle m'a dit, «Je voudrais vraiment te remercier d'avoir eu cet accident car, grâce à toi, tu as, fait sortir le meilleur de nous-mêmes». OK. Et puis, j'ai une autre amie, à qui je dis ça. Je lui dis: «Ouais, voilà, faire sor» et elle me dit: «Moi, je suis pas d'accord». Elle dit: «Je suis pas d'accord sur, c'est faire sortir le meilleur de nous-mêmes. En fait, c'est faire sortir qui on est vraiment, qui on est vraiment». Et donc pour revenir à ta question, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui et cetera, qui a perdu, qui a plus mojo, quoi? Oui? Heu, c'est vraiment, heu, son essence, sa nature fondamentale, qui on est vraiment. Ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, c'est ça, c'est parce que, on a toutes les réponses en nous. Donc c'est prendre ce temps de se dire, heu: «Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que» et ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pas un truc de dingue, hein, c'est quelque chose de très simple. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée de beau? Qu'est-ce que ça crée de beau? Pour les autres, pour moi-même, pour les gens que j'aime, pour les gens que je connais pas. Mais, qu'est-ce que et c'est ça, en fait et parce que, le c'est sa nature, c'est voilà, c'est de, heu, être dans sa tête, c'est chouette, ne rien faire, c'est chouette, mais créer quelque chose, c'est magnifique. Créer quelque chose de beau surtout, tu vois? Créer un beau moment, par exemple, ça peut être un beau moment. Moi, je trouve que là, ensemble, toi et moi, on a créé un beau moment. Je pense que si jamais je t'entends, l'envie, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, c'est de passer, de la réflexion à l'action. Quand je t'ai Complètement, écouté, tout oui. ce que tu as dit, c'est en permanence de l'action, c'est du mouvement. Mmh. Donc finalement, cette histoire, elle me rappelle ou elle nous rappelle que l'envie, elle est un peu universelle, qu'on peut l'attraper, en forme ou pas en forme. Et l'important dans Mmh. l'envie, c'est justement le déclenchement d'une idée, de quelque chose, d'un concept en acte. Et c'est ce que tu as fait. Donc, moi, ce que je voudrais, pour terminer, c'est d'abord te dire merci de t'être confié. Et effectivement, il y avait de l'intime là-dedans. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Et merci d'avoir partagé ton expérience dans les podcasts de l'envie. Et je voudrais juste terminer sur un truc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, dans, cet concept de l'envie, pour transmettre, à ceux qui nous écoutent, ce que tu as au plus profond de toi-même sur cette partie de l'envie? Bah, j'ai assez tout dit, je dirais. Heu, mais vraiment, c'est,
il faut s'écouter, parce qu'on sait ce qui va et on sait ce qui va pas, et malheureusement, on définit souvent les choses par antonymie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Ah, c'est pas une fleur. Bah oui, mais c'est quoi? On n'en sait rien, quoi. Donc, il faut de la justesse, il faut s'analyser avec justesse et s'écouter avec justesse. Euh, Déjà, qu'est-ce que je sais faire? Déjà, on va commencer par qu'est-ce que je sais faire. Qu'est-ce que je peux faire? La réponse est à peu près tout, de mon point de vue, hein. C'est-à-dire que la différence entre nous et nos rêves, c'est le temps d'apprentissage. Aujourd'hui, moi, la seule chose que je ne peux pas faire, d'après un de mes neurochirurgiens, c'est de la plongée à plus de 50 mètres de profondeur. Ce qui tombe plutôt bien, parce que je n'en faisais pas avant déjà. Mais donc voilà, c'est ne pas se mettre de barrière. Ne pas se mettre de barrière. Déjà, prendre le temps. Prendre un temps et dire voilà, je vais penser à ma vie, où est-ce que j'en suis? Déjà, penser à ma vie, vie en vie, enfin, on Ouais, revient ouais, toujours à la ouais. même chose, hein. C'est toujours la Mmh, même chose, mmh. toujours. Et après, l'envie, de ton point de vue, c'est qu'est-ce que je fais d'être en vie? Donc, on se met en action. Et cette mise en action, moi, je pense que beaucoup de gens, j'entends dire, ah, on attend une opportunité. Mais t'es là, mais si t'attends une opportunité, il va jamais rien Mmh, t'arriver, hein. mmh. Moi, personne n'a jamais frappé à la porte en me disant, au fait, Catherine, non. C'est une possibilité déjà, c'est je me mets en mouvement, j'y réfléchis, c'est ça que je veux faire, je peux le faire, je suis en capacité, c'est-à-dire que j'ai 2 jambes qui fonctionnent, ou je suis en fauteuil, mais je sais me déplacer en fauteuil, enfin, prendre le contexte, voilà où j'en suis, voilà quel âge j'ai, voilà quels moyens j'ai, voilà quelle vie j'ai, et en partant de tout ça, de ce postulat, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et après ne pas se mettre de barrière et y aller. Et on essaye un truc et très rapidement on sait que c'est pas ça. Donc la conclusion que moi j'ai envie de laisser à tout le monde, c'est, essayer de prendre son temps pour, réfléchir à, heu, quelle place quelle est ma place? Quelle est ma place? La place qui est juste. Non pas la place que, mes parents ont voulu que j'aie, ou que, ma condition sociale, veut que j'aie, ou, mon genre veut que j'aie. Non, c'est quoi ma Mmh, place, quoi? mmh. Voilà. C'est juste ça, et après, aimer. Aimer, c'est la clé de tout aussi. Aimer ce qu'on fait. Moi là, je suis en train de raconter ça, j'ai la chair de poule, quoi. J'ai la chair de poule parce que, j'imagine bien, ce que c'est que de le moment où il se passe quelque chose et où on se met en marche. On se met en marche. Après, qu'est-ce qui va vous mettre en marche si vous écoutez, ce podcast? J'en sais rien. Mais je sais une chose par contre, c'est que si vous ne prenez pas le temps d'écouter, que si vous n'êtes pas attentif aux signes, ça se passera pas, hein. Bah, merci Catherine. Merci pour, Je t'en ce prie. super témoignage. Je vous souhaite à tous, une bonne réécoute parce que je pense qu'on peut l'écouter plusieurs fois et encore une fois, c'est un très, très beau témoignage et je te remercie de l'avoir fait et de t'être livré aussi fortement que ça. Je t'en prie, je suis très contente de l'avoir fait avec toi. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une success story. C'est juste la voix de quelqu'un qui a activé une envie profonde, en l'occurrence la sienne. Et vous, elle dit quoi la vôtre en ce moment? Écoutez-la, laissez-la parler. Et souvenez-vous bien que l'envie est à la vie ce que la noisette est pour l'écureuil. Une réserve d'énergie, de plaisir, parfois même de survie. Alors ne laissez personne appuyer sur le bouton play de vos envies à votre place. Sauf peut-être pour écouter un prochain épisode des podcasts de l'envie.